Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cet après-midi des Azure Days. Pour les interactions et les questions, le hashtag Azure Days. Et on aura du monde pour vous répondre. Et puis, en effet, de manière interactive, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. Donc, ce matin, on a en effet déroulé la partie infrastructure as a service, donc la partie compute, serveur, stockage, réseau. Et puis, on a aussi vu la partie développement d'applications mobiles à travers des outils de DevOps. Cet après-midi, on va démarrer avec la plateforme as a service. Donc, déployer vos applications sur une plateforme PaaS plutôt que sur des serveurs. Donc, ce qui est intéressant, si on regarde, donc, je pense que vous êtes des technophiles aguerris, avertis, qui êtes dans l'industrie depuis un certain temps. Et donc, vous avez vu que les technologies évoluent au fil des années. Et en fait, il y a des mouvements comme ça qui arrivent dans des cycles, tous les dizaines, 20 ans, etc. Et si on regarde un petit peu l'évolution de la partie infrastructure ou des services pour déployer des applications, on voit que globalement, à travers le temps, on est passé donc de matériel, alors d'abord de mainframe, de systèmes un peu lourds, spécifiques à des industries particulières. On a été sur un aspect un peu plus commodité avec des serveurs qui étaient beaucoup moins spécialisés dans les workloads qu'on pouvait traiter et qui étaient beaucoup plus banalisés. Donc on achetait des fermes de serveurs pour pouvoir héberger ces applications. On est passé ensuite dans un modèle de virtualisation, où là en effet on avait du matériel sur lequel on faisait tourner des machines virtuelles. On a aussi ensuite été, on va dire, un cran plus loin, avec des conteneurs par exemple, ou des plateformes de cloud telles celles dont on a parlé ce matin avec de l'infrastructure as a service et des machines virtuelles. En fait, si on regarde en fait, cette évolution, et ce que ça a permis d'apporter en termes de valeur ajoutée, c'est finalement on s'est concentré à améliorer l'efficience de l'utilisation du matériel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de densifier, machines virtuelles sur du matériel physique, conteneurs au sein de machines virtuelles, pour pouvoir tirer la meilleure partie de ces investissements matériels. D'accord ? Mais si on se positionne là, du côté du développeur, celui qui va derrière prendre en main ses environnements et déployer son application et commencer à poser ses outils, VSTS, Control, tous ces outils DevOps, en fait, le gain n'est pas significatif que ça. Là, on a amélioré l'opérabilité, on a industrialisé, on a réduit les coûts, parce que mécaniquement, en fait, on va densifier. Par contre, le rendu final, globalement, c'est un operating system ou avec une stack applicative plus ou moins préparée et plus ou moins managée. Ce qui va nous intéresser avec le PaaS, c'est justement d'être beaucoup plus efficace dans les moyens que l'on va mettre à disposition des développeurs pour démarrer à développer et à lancer son application. Donc le PaaS va monter d'un cran dessus. On ne va pas s'arrêter à la couche d'operating system, on va s'arrêter à la couche du runtime applicatif. Toutes les couches sous-jacentes sont traitées par l'opérateur. Et donc toute la partie qui était sous-jacente, vous vous rappelez du modèle avec les différentes couches, en fait on va monter un cran dessus. D'accord ? Donc prenons un exemple. On va faire une petite analogie. Alors la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que vous avez une voiture, la question c'est vous voulez consommer un service pour vous déplacer d'un point A à un point B, un service de mobilité. Pour ça, vous avez différentes façons de le faire. Vous allez pouvoir acheter votre propre véhicule. Votre propre véhicule, vous allez le prendre sur un catalogue, vous allez choisir toute la customisation. Petit, grand véhicule, taille du coffre. Si vous êtes fan de custo, etc., vous allez pouvoir mettre des noms dessus, vous allez pouvoir mettre une couleur qui vous va bien. Elle est complètement personnalisable. Par contre, il va falloir payer cette voiture, donc investir pour pouvoir l'acheter, potentiellement avec un prêt à la banque. Vous allez devoir l'entretenir, donc il y a les frais d'entretien tous les 30 000 km. Il va falloir mettre de l'essence dedans, il va falloir vérifier les niveaux d'huile, etc. Tout ça pour un service de déplacement. Vous allez vouloir déplacer d'un point A à un point B de manière fréquente ou pas fréquente. Si on va de l'autre côté, si on regarde la partie taxi, là on est sur l'usage du service qui est vraiment à un instant T, j'ai besoin de me déplacer et donc plutôt que d'aller acheter une voiture pour le faire, je vais prendre une compagnie et un moyen de locomotion. Donc là pour le coup, vous allez choisir la compagnie. Par contre, vous n'allez pas choisir la couleur de la voiture, vous n'allez pas choisir le chauffeur ni les discussions que vous allez avoir avec lui. Vous allez juste prendre un service pour vous déplacer d'un point A à un point B. Et si on fait une analogie et si on regarde ce que c'est que le PaaS, c'est cette partie entre les deux de la location de voiture. La location de voiture, ça vous permet de quoi ? De choisir une gamme de véhicules qui va dépendre de votre usage à un instant T.
Est-ce que vous allez prendre une citadine parce que c'est des déplacements en ville? Est-ce que c'est un 4x4 parce que vous avez besoin d'emmener la famille faire du vélo l'été? Est-ce que ça a besoin d'un monospace parce qu'en effet, en plus des enfants, il y a le chien à mettre dans la voiture? Vous allez avoir une gamme de choix plus important, vous allez avoir une tarification importante, vous allez avoir une notion d'offre plus importante. Par contre, il y a une partie du service qui va être aussi pris en charge par le loueur. Vous allez certes mettre de l'essence pour rendre le véhicule en état, par contre, vous n'allez pas avoir besoin d'en faire l'entretien. Et c'est lui qui va avoir les frais d'achat du véhicule. Vous allez juste l'utiliser à l'usage. Le pass, c'est ça. C'est cette souplesse de choix en fonction de votre usage, mais sans en avoir toutes les contraintes de gestion par vous-même. Vous allez déléguer une partie. Donc si on fait maintenant le pendant avec un cas d'usage, imaginons que vous êtes... vous devez mettre en place un site web et vous avez la personne du métier ou de la personne qui va, on va appeler ça un product owner, qui vous dit bah, tiens, je voudrais lancer un site web. Et ce site web, ça va correspondre à, c'est un site de news avec une page d'accueil et je veux qu'il soit pour mobile et tablette. Si vous commencez à réfléchir en déclinaison en termes de services d'infrastructure que vous allez devoir mettre en place, vous allez commencer à réfléchir à des choses de cet ordre-là. Je fais exprès de partir sur l'infrastructure pour vous montrer l'écart avec ce que va être le pass. Donc là, vous allez commencer à mettre en place des composants avec une architecture somme toute standard, avec les 3 tiers, le front, la partie applicative et la partie base de données. Et puis vous allez mettre des composants de sécurité pour vos accès d'administrateurs. Vous allez mettre un annuaire d'identité pour pouvoir identifier vos administrateurs. Et puis vous allez rajouter des services pour opérer cette plateforme, monitoring de l'infrastructure, monitoring, mise en place du backup. Puis vous allez aussi mettre des outils pour mesurer ce qui se passe au niveau de l'application. Est-ce qu'elle répond correctement? Est-ce que j'ai un taux de conversion de mon parcours client qui est bon ou pas bon? Je vais mettre ces métriques-là. Le métier vient vous voir et vous dit bah, c'est bien, mais en fait, mon SLA, c'est 99,95. Vous vous rappelez ce matin, 99,95, le niveau de disponibilité, c'est quoi en termes de minutes d'indispo? 95, c'est 20 minutes à peu près, par mois. D'accord? Donc là, tout d'un coup, on va venir un cran au-dessus. L'architecture que je vous ai montrée là-haut, elle est en dessous de ça. Elle va être dans les 99, 70, quelque chose. D'accord? Donc là, il va falloir mettre de la résilience. Donc chacun des étages va devoir être load balancé avec des systèmes de load balancing. On va mettre de la résilience dans les différents composants de la chaîne pour amener ce niveau de SLA. Là, on vient vous voir, on dit « Ah, bonne nouvelle, le service, en plus d'être populaire, et donc de devoir être disponible tout le temps, eh bien, en fait, il va falloir qu'on le déploie dans plusieurs pays à travers le monde. La géographie va devoir évoluer. Et là, bah encore une fois, vous allez faire évoluer l'infrastructure pour pouvoir l'héberger sur un dual site avec un nouveau composant, la Traffic Manager. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, le discours évolue, le besoin évolue, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, c'est assez simple d'avoir des solutions. En tout cas, la réplication, et on a les composants dans Azure pour pouvoir répondre à ces cas d'usage, ce qui est déjà un bon point. Si maintenant on passe ça dans une démarche plateforme as a service, bah, ce qui va se passer, c'est que tous les composants qu'il y avait là-haut, en fait, ça va devenir un seul service. C'est-à-dire qu'en fait, on va packager tout un étage au sein d'un seul service. Donc, ce qui était votre étage front avec un load balancer et une série de machines virtuelles, et ben en fait, on va le compacter dans un seul service qui va gérer la scalabilité de l'infrastructure et qui va gérer le load balancing, en plus de gérer des environnements. Sur la partie base de données, pareil, vous allez avoir une base de données as a service qui va avoir les mêmes caractéristiques, scalabilité, disponibilité, sécurité et gestion de l'administration. Sur la partie administrative, vous allez pouvoir retirer toute une suite de composants et faire en sorte que l'authentification passe par Azure AD, on en a parlé ce matin. Toute la partie connectivité a été simplifiée puisqu'on va passer par des services PaaS qui vont avoir des mécaniques de communication qui ne nécessiteront pas de mettre en place nécessairement des VPN et des connexions réseau. Et sur la partie administration, toute la partie administration, opération de l'infrastructure, c'est pareil, vous avez pu la faire, puisqu'en fait, c'est intégré au service. Donc vous allez juste devoir vous concentrer sur la partie applicative. Vous vous rappelez, on est dans des co-responsabilités, vous aviez un niveau de responsabilité jusqu'à un certain niveau, là on va augmenter le niveau de responsabilité de Microsoft et donc vous en avez moins à gérer. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à gérer, c'est-à-dire qu'il y en a moins. Donc on va avancer, on va vous décrire deux services en particulier, deux services de pass en particulier. On va se focaliser sur les App Services, qui sont l'hébergement de la partie application, et on va regarder la partie base de données as a service. Et on fera une petite démo pour chacun des deux. Donc la partie plateforme as a service, vous vous rappelez ce que je vous avais dit un peu plus tôt ce matin. Quand on construit nos services, en fait, on y va nous-mêmes par étapes. C'est-à-dire qu'on construit nos services de pass sur nos services d'infrastructure qui sont eux-mêmes sur nos data centers. C'est une construction mécanique.
Donc là, typiquement, la base, ce sont les mêmes For services that, I need to d'infrastructure que vous store connaissez. it. Là-dessus, on va mettre à disposition des services d'IPaaS. Les services PaaS, vous vous rappelez, c'est je choisis mon véhicule en fonction de mes usages. Vos usages en termes de développement d'applications vont être variés. Vous allez pouvoir avoir besoin d'un environnement pour héberger votre site web, votre API ou votre site mobile. Vous allez peut-être vouloir faire de l'architecture en microservices, utiliser des conteneurs, utiliser ce qu'on appelle du serverless. Donc là, on va dans un mode où en fait l'infrastructure est complètement abstraite, vous allez uniquement exécuter du code et être facturé sur le temps d'exécution de ce code. D'accord ? Vous allez aussi pouvoir utiliser des plateformes de PaaS fournies par des partenaires de Microsoft. Vous vous rappelez de la marketplace, il y a les services de Microsoft, il y a aussi les services qui sont disponibles. Service PaaS, est-ce que vous vous rappelez d'un service PaaS fourni par un partenaire? Un Cloud Foundry par exemple? Un OpenShift? Bon. Les dénominateurs communs des services de PaaS que vous allez pouvoir retrouver, on en a sélectionné 3. Le fait que ces environnements sont des environnements qui apportent un haut niveau de disponibilité et qui s'intègrent à votre écosystème d'entreprise. Donc, ce sont des services qui vont vous permettre, dans votre cycle de développement, de vous accompagner de la phase de développement, de pré-production jusqu'à la pré-production. Ce sont des services dits enterprise grade. Ils ont un niveau de service, de SLA, de disponibilité, d'intégration à votre récit d'entreprise qui vous permet de l'intégrer à votre écosystème de production. C'est une plateforme qui est fully managée, opérée par Microsoft, et qui s'intègre à vos outils de développement. Donc l'exemple de VSTS tout à l'heure, par exemple, vous donne la capacité de vous intégrer nativement à ces services de PaaS et donc de déployer vos applications de manière automatisée jusqu'à Azure. Si on regarde un petit peu dans le détail certains composants, dans Fully Manage, là où sur des machines virtuelles, vous aviez à dire tiens, je veux avoir tant de machines en fonction de ma charge, de la même manière, sur un service PaaS, vous allez pouvoir automatiser via des potentiomètres ces aspects-là. Vous allez pouvoir automatiquement avoir des services de backup et de résilience de votre service, sans avoir à vous en préoccuper. Vous allez juste vous occuper de la partie applicative et données, et pas du serveur de base de données. Vous allez pouvoir vous intégrer à l'ensemble de vos écosystèmes de développement, utiliser des produits de la marketplace pour développer vos services de PaaS. Et en termes d'intégration d'entreprise, vous intégrez par exemple à votre annuaire AD, tirer parti de la localisation en termes de compliance d'Azure, on en a parlé aussi ce matin, toutes les certifications, etc. que l'on a s'appliquent aussi aux services de PaaS, sur l'ensemble des éléments qui sont fournis par Microsoft. Je reprends l'exemple de la certification ISO. On disait ce matin, ISO, quand vous prenez une machine virtuelle, nous sommes certifiés ISO sur la livraison de notre service de machine virtuelle. Et bien là, ça sera aussi vrai, mais sur un service de plateforme as a service. Donc c'est très intéressant parce que toute la conformité qu'on a obtenue pour vous, vous n'avez pas besoin de vous reposer la question sur votre niveau de conformité par rapport aux normes que l'on a sur votre service. Vous allez juste regarder la partie qui vous incombe. OK. Alors, prenons quelques exemples. Comme je disais, App Services. Donc, vous voyez, en fonction de type d'architecture que vous voulez, serverless, microservices, application web, vous allez pouvoir choisir un type de service. Si je prends de l'App Services, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Donc, on customise un petit peu ces services-là pour faire en sorte de vous fournir la boîte à outils la plus adaptée pour développer cette typologie d'application. Donc, sur App Services, vous allez avoir 5 grandes familles. Les web apps, les applications mobiles, les API, ce qu'on appelle les logic apps et les fonctions. Quand vous développez un site web, ce qui va vous intéresser, ça va être de pouvoir vous intégrer à votre écosystème de développement et de ne pas être bridé par rapport à ce que vous fournit la plateforme. Aujourd'hui, je ne sais pas qui fait par exemple du Node.js ici. Très bien. Qui fait du .NET? .NET Core? Un peu moins. Bon, qui fait du Go. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour vous obliger à aller dans une direction des technologies particulières. Vous vous rappelez, Cloud Microsoft, ouverture, et donc toutes les technologies et toutes celles que vous avez évoquées, vous allez pouvoir les utiliser et les faire tourner sur ces environnements. Donc ça, c'est un des points importants. Le deuxième, ce qu'on fait souvent avec des sites web, c'est utiliser un CMS. C'est un cas assez standard. Donc là, de la même manière, dans la marketplace, la première réaction que vous devez avoir en disant tiens, je veux faire quelque chose sur Azure, c'est une boîte à outils. Il y a peut-être des choses qui ont déjà été faites par d'autres. La première
la première réaction, c'est d'aller voir quoi? Vous vous rappelez, deux choses qu'on peut aller voir pour aller trouver les solutions de partenaires, de solutions GitHub, bon exemple. Donc c'est un des endroits où vous allez pouvoir trouver des choses préconstruites et les pré-déployer. Un autre endroit, la marketplace. D'accord? C'est pareil. Vraiment, ayez ce réflexe de vous dire, est-ce que quelqu'un a déjà fait ça avant moi? La probabilité est que la réponse soit oui. Et si ce n'est pas sur l'un de ces deux forums, vous pouvez aller voir sur un Stack Overflow, par exemple, ou sur des sites communautaires dans lesquels vous allez pouvoir trouver ce type d'informations. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont dans la communauté open source, avec des exemples, des bonnes pratiques pour pouvoir faire ces choses et en fait de ne pas réinventer la poudre. Dernière chose pour les web apps, très souvent en fait une web app ne vit pas toute seule. Hein. Le site qui vit tout seul dans le cloud et qui vit sa vie de manière complètement autonome, ça peut exister, mais globalement ce qui se passe c'est que vous allez avoir des dépendances. Vous allez avoir besoin d'un bout de service qui se trouve en interne, vous avez besoin d'authentifier vos utilisateurs basés sur votre annuaire, vous allez avoir besoin d'appeler un service SaaS tiers qui est un de vos fournisseurs de services externes. Et donc cette intégration avec l'écosystème tiers est aussi un des composants nécessaires dans le développement de web app. On facilite ça aussi avec les certifications que je vous évoquais sur les certifications ISO, PCI, etc. Qu'on vous apporte sur ce type de service. On va avancer rapidement sur les autres modèles. Une application mobile. Donc globalement, je construis mes services par couche. Donc là sur les App Services, c'est un socle commun pour héberger l'ensemble de ces typologies de services. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de différenciation, on reste sur de l'App Services. Par contre, on va activer des features un peu différentes. Un site mobile ou une application mobile, qu'est-ce qui va le différencier d'une web app? Il faut que ça soit accessible hors connexion, on a une problématique de connectivité. D'accord? On va avoir globalement une population qui va être potentiellement un peu plus ouverte sur du grand public. Donc je vais devoir pouvoir m'authentifier et m'intégrer à des fournisseurs d'identité tiers dit grand public. Je vais pouvoir faire de la notification push, c'est devenu un standard maintenant, hein. Une application mobile, on lui envoie de la notification. Donc il faut que je puisse m'intégrer à un système de notification qui va pouvoir m'adresser l'ensemble des plateformes mobiles que je dois adresser. Je vais aussi avoir besoin de frameworks de développement qui vont faciliter le développement de mes applications, comme un Xamarin par exemple. Donc ça c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on va vous apporter des briques, soit à travers de SDK, soit à travers de services Azure, pour faciliter le développement d'une web app sur un environnement qu'on appelle un App Services, qui encore une fois va vous apporter la couche d'hébergement en vous gérant l'opérabilité, la sécurité, le backup et la mise à l'échelle. Si on avance sur les API, les API, la particularité c'est toute la partie formalisation. Donc là on parle du format Swagger, mais c'est comment en effet formaliser la construction d'une API et pouvoir diffuser sa définition de manière très standardisée et de faire en sorte que cette API soit utilisée par d'autres personnes que soi-même, donc la publication d'informations. Logic App, on en a parlé un petit peu rapidement aussi, qui est en fait la version, qui est le Beanstalk dans Azure, donc le Beanstalk as a service dans Azure. Donc là, on va être dans une problématique de je dois m'intégrer à des systèmes externes et déclencher des triggers et des règles métiers par rapport aux informations que j'ai captées. Donc il s'est passé un événement dans un système d'information, je détecte cet événement, je vais définir un arbre de décision et je vais déclencher des actions derrière. D'accord? Tout ça as a service. Les fonctions. Donc dernier cas d'usage sur cet environnement. Donc là, on est sur les approches serverless. Donc on va exécuter du code à la demande et on va surtout être facturé au temps d'exécution. Ça, c'est intéressant. On était un peu dans une logique de co-responsabilité. En fait, la co-responsabilité, elle va être aussi sur la façon dont vous écrivez l'application. Typiquement, une fonction, par défaut, au bout de 5 minutes, elle se coupe. Vous exécutez, vous avez du code, quelqu'un vient exécuter une requête, ça va mouliner. Si au bout de 5 minutes, la réponse n'est pas arrivée, la fonction s'arrête. Pourquoi ça peut être intéressant, ça? Il n'y a plus de process fantôme. En fait, ça va vous obliger à écrire les choses, on va dire proprement. Ça va faire en sorte que les codes qui est exécuté va respecter ces contraintes. Et donc, on va éviter d'enchaîner les couches de complexité au sein d'un service. On va être dans une approche où chaque fonction va avoir un objectif bien particulier, une exécution, une tâche exécutée bien particulière. Il va falloir que ça se fasse dans un temps très court. Et comment on va vous contraindre à ça? Tout simplement parce que, comme je disais, le prix est lié au coût d'exécution.
D'accord? Donc si on laissait quelque chose qui tourne pendant 10 minutes, une demi-heure, une heure, et il ne se passe rien, bah, en fait, nous, on continuera à facturer. Donc en fait, cette contrainte vous amène à dire comment je fais pour être efficace en termes de coût en mettant le code le plus propre possible pour exécuter le plus efficacement possible. D'accord? Donc en termes de responsabilité, on peut avoir deux approches. Nous, on va fournir de l'infrastructure, donc on pourrait scaler à gogo, c'est une approche. Ou alors on se dit comment je fais pour optimiser ça, pour avoir une fonction qui fasse exactement la tâche que je lui demande, qui va scaler pour gérer mon utilisateur dans l'exécution que je lui demande. Par contre, je suis extrêmement efficace dans la réalisation de cette tâche. D'accord? Ça, c'est un intérêt, parce qu'en termes de baisse de coût, c'est très efficace. Parce que plutôt que faire tourner des machines qui attendent que la requête arrive, on va uniquement être facturé sur le traitement et quand il y a une demande qui arrive. Je vais passer la main à Jivan, qui va vous faire une démonstration. Oui, pardon. Vous parlez tout à l'heure des arbres de décision, c'est en fonction de l'usage. C'est en fonction, les arbres de décision, c'est ce qu'on appelle une logique métier, et c'est vous qui définissez la logique métier. Imaginons, j'identifie qu'il y a un mail qui a été reçu dans une mailbox, qui a un intitulé particulier, et ben cette décision qui est de dire, je regarde le titre de l'email pour voir s'il y a du sens, alerte, intervenir sur telle chose, c'est vous qui allez capter cette logique et définir ce que vous en faites derrière. Et potentiellement déclencher une action derrière. Imaginons que par exemple, vous soyez dans un processus de traitement des vidéos. Vous allez déposer une vidéo sur un conteneur, par exemple un blob. Vous allez déposer à côté une metadata qui va vous dire « mon fichier a été déposé à telle heure et il doit être encodé en tant de format ». L'événement, donc Logicap, va être câblé sur cet espace blob pour dire « j'écoute tout ce qui se passe sur cet environnement ». Il détecte le dépôt d'un fichier, ça déclenche une Logicap qui va vous dire « tiens, il s'est passé quelque chose ». Derrière, vous allez regarder ce qu'il y a dans ce fichier de métadonnées, disons un fichier JSON, qui va vous dire bah, voilà les traitements à effectuer. Vous lancez la tâche d'exécution de traitement de l'encodage de la vidéo, et en parallèle, vous envoyez un acte de notification par mail ou un système tiers pour pouvoir notifier de l'information. Donc la Logicap sert à ça, c'est cet aiguillage, c'est cette gestion des échanges d'entreprise. Avec plein de connecteurs sur étagère, vers du OneDrive, vers des Salesforce. Donc vraiment, il y a plusieurs centaines de connecteurs de systèmes dits d'entreprise. Pour produire du chat, il y a un produit qui s'appelle Power Apps avec Flow, Oui. qui n'est pas dans Azure, qui est plutôt utilisé souvent dans Office 365. Est-ce que c'est la même logique? Quelle est la différence? Ouais, donc la question c'est quelle est la différence avec un Power Apps? Donc, Power Apps plus Flow. Plus Flow, tout à fait. Donc Power Apps plus Flow, donc ça en effet ce sont des outils Office 365, ce ne sont pas des outils proprement Azure, ce sont des outils qui sont fournis pour, alors de la même manière, donc un Flow va être un équivalent d'un Logicap typiquement, mais qui va être moins avancé dans ce que l'on va pouvoir en faire. C'est-à-dire qu'on est dans une facilité, c'est des outils qui sont faits pour faciliter la création d'entreprise, d'applications au sein de son entreprise, avec des éléments graphiques. Donc on va faire du drag and drop d'éléments, on va créer des processus et des triggers, comme par exemple la réception d'un mail ou le fait d'avoir déposé un fichier dans un OneDrive pour déclencher des actions. Du RAD, quoi. Pardon? Du RAD. Du RAD, pardon? Oui, des applications développées rapidement. Alors je n'ai pas la définition de RAD, mais par contre si vous l'avez, je la prends. Rapide application. Ah bah voilà, donc oui, c'est pour aller plus vite dans le déplacement d'application. Très bien, merci, c'est parfait. Donc en effet, c'est tout à fait pour ça. Après, vu que on est dans la couche Office, donc c'est la partie cloud dans laquelle on va être plutôt dans des services proches du SaaS. Donc en effet, on va être dans de l'interface utilisateur beaucoup plus flexible, mais quand il va falloir rentrer dans les détails, on parlait des workflows, bah, ce que vous pourrez faire avec les workflows, vous aurez moins de souplesse à mettre votre propre code, vous serez dans des interactions préétablies et pré-câblées. Voilà. Donc ça fait fonctionnellement la même chose. Après, la capacité à pouvoir faire de la customisation est moins forte avec Flow, puisqu'on est plus sur l'interface utilisateur et la facilité d'implémentation, et on n'a pas besoin d'être développeur pour le faire. Là où un Logicap, bah, il y a des simplicités, mais on est plutôt fait pour des développeurs. Je te passe la main. Ce matin, je crois qu'on a vu Alexis déployer une machine virtuelle avec un WordPress et qui présentait ce WordPress des UFO notamment. Et donc aujourd'hui, on va essayer de faire la même chose sur les app services en déployant un WordPress sur un app service qui est déjà pré-customisé par Alexis et potentiellement qui a déjà une base de données MySQL. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter sur le portail Azure, portail.azure.com, et j'ai déjà créé un ressource group où je vais héberger toute mon application, qui est le JVenrage Test Azure Day RG01. Donc j'ai personnalisé ce dashboard,
Et la première chose à faire pour déployer mon app service qu'a présenté Alexis, c'est de cliquer sur le petit bouton Add et de chercher une web app à cet endroit-là. Et je vais choisir la web app de Microsoft, Web Plus Mobile. Donc, on continue par se faire guider par l'interface, et comme dans tout service Azure, on va choisir le nom de notre application web. Donc, on va mettre Live Jivon. A priori, ce site est disponible. Donc, je peux choisir ma souscription, choisir le ressource groupe associé, également le système d'exploitation. Est-ce que ça sera du Windows? Est-ce que ça sera du Linux? On est ouvert, comme l'a dit Alexis. Dans notre cas, on va choisir du Windows. Et derrière, je vais pouvoir choisir également le service plan associé. Donc, je vais prendre celui-là, par exemple. Et comme l'avait présenté François ce matin, il y a la partie également Application Insight qui vous permet d'ajouter de la télémétrie beaucoup plus avancée qu'on va pouvoir déployer ou pas en fonction des besoins. Donc ensuite, je vais cliquer sur Create. Et mon objectif, c'est, qu'on le rappelle bien, c'est de déployer mon site WordPress associé. Donc, dans toutes les ressources Azure, quand on commence un déploiement, on va avoir la fenêtre de statut des déploiements qui va nous donner un peu un contexte de ce qui se passe autour d'Azure, notamment autour des entrées, des paramètres que j'ai envoyés. Donc ça, c'était le nom de mon site web associé, le hosting plan, où est-ce que je l'ai déployé, donc là en l'occurrence en North Europe. Et si demain j'ai besoin également d'industrialiser ce genre de déploiement à travers plusieurs API, plusieurs web apps, plusieurs sites web, je vais également avoir le template associé, un phrase code, que je vais pouvoir réutiliser directement dans des futurs déploiements quand on est plus en mode un phrase code. Donc a priori, ma web app a été déployée, je vais pouvoir y aller avec le Go to Resource, le petit shortcut. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une web app qui est publique sur Internet, qui est déjà prête à l'emploi, que je vais pouvoir customiser assez rapidement, et l'interface d'overview va nous permettre d'avoir les différentes informations de ma web app. Donc par exemple, le nom du ressource groupe dans lequel je l'ai mis, si elle est running, la localisation de la web app, est-ce qu'elle est en France, en North Europe, des liens de déploiement ou des credentials de déploiement. On va pouvoir également avoir une première partie sur la télémétrie, donc combien je vais avoir d'erreurs 500 sur ma web app, le nombre de data, le nombre de requêtes que je vais avoir, le nombre de le temps de moyen de réponse de mes pages, associés entre autres. Donc ça, c'est en 4 clics. En 4 clics, j'ai eu une web app qui est publique sur Internet. Est-ce qu'elle est vraiment publique? On va vérifier ça quand même assez rapidement. Your app service is up and running. Go to the app quick start. Et la documentation de déploiement. Bon, on est sympa aujourd'hui, on ne va pas vous demander de lire la documentation sur le déploiement parce qu'on va le faire ensemble. Donc, Alexis m'a donné son GitHub où il a hébergé son WordPress ce matin. Ça, c'est super sympa, je te remercie. Et pour ce faire, je vais aller voir dans les deployment options parce qu'on a vu qu'il y avait la possibilité de lier avec des repositories Git. Donc, je vais choisir la source. Là, ça va être un Git externe en l'occurrence. Et derrière, je vais mettre l'URL de repo. Donc, a priori, c'est OK. La branche associée, ça sera master. Et je vais cliquer sur OK. Dans un premier temps, on va essayer de regarder ce qui se passe. Et donc, comme dans beaucoup de produits, on va avoir la capacité de savoir ce qui va se passer sur les déploiements en l'occurrence. Donc, on va être également capable de voir les paramètres. Il est arrivé. Donc là, on voit qu'il est en train de récupérer l'ensemble du code source de Pierre 256, qu'on connaît très bien maintenant et qu'on a tous hashtagué parce qu'il est parti en vacances, et qu'il est en train de récupérer les sources de GitHub. Mais on a déployé quoi d'autre également? Tu m'as parlé d'ouverture, Node.js, PHP. Donc PHP c'est fait parce que WordPress c'est du PHP. Je vais essayer de voir un peu ce qu'on a dans les paramètres applicatifs et comment je vais pouvoir personnaliser mon application. Ah, il y avait du .NET là-bas. Donc je peux faire du .NET, je peux choisir la version associée.
Bon, là, en l'occurrence, je fais du PHP avec du WordPress. Mais il y a des gens qui font du Python ici, qui veulent héberger leurs applications web en Python. Bah, c'est possible, c'est déjà prêt à l'emploi. Est-ce qu'il y a des gens qui font du Java, avec une version Java 7 ou Java 8? C'est possible. On n'a pas besoin de redéployer tout ce qu'il y a d'une manière sous-jacente. Tout vient directement, ça permet d'être très rapide pour le mettre en place, comme on l'a vu, en quelques clics. Et donc, je vais avoir différentes capacités pour paramétrer et personnaliser mon application en fonction de mes différents besoins. Si on continue un petit peu, on va aller dans une interface d'administration qui s'appelle les Advanced Tools. Et on va se connecter en mode administrateur. Là, uniquement les administrateurs vont pouvoir aller sur cette interface d'administration. Vu que j'ai créé la web app, je suis bien évidemment administrateur. Et là, je vais avoir d'autres possibilités pour voir ce qui se passe à l'intérieur de ma web app. Et par exemple, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'on va avoir besoin d'avoir accès au système de fichiers. Donc là, je vais avoir une console PowerShell ou Bash et pouvoir me connecter. Donc, et quand on est dans un site WordPress, en tout cas le site WordPress de notre cher Alexis, j'ai pris une base de données qui était à moi, entre guillemets qui était WordPress. Va falloir quand même que je reconnecte à un moment donné ma base de données et ton WordPress que tu as mis dans ton Git, bien évidemment. Et pour les gens qui connaissent WordPress, ça se fait dans un fichier qui s'appelle le wp-config, qui est ici. Mais comment on va modifier ce fichier-là? On va y aller directement, finalement, inline, à cet endroit-là, et je vais pouvoir modifier les champs de connexion à la base de données. Donc, par exemple, je vais prendre ma petite anti-sèche qui est ici. Et je vais récupérer les informations pour pouvoir regarder. Là, j'ai mis le mot de passe en clair. Dans un environnement de production, on évitera de mettre le mot de passe en clair dans le fichier. Il y a des mécanismes qui existent pour faire ce genre d'authentification, notamment avec KeyVault, qu'on n'a pas présenté aujourd'hui, mais qui peut être un deuxième débat sur le sujet. Et donc là, a priori, je vais pouvoir regarder mon WordPress qui était soi-disant personnalisé par Git, dans un premier temps. Et... ah bah mince alors. Je vois qu'il a bien récupéré les informations de la base de données, que c'est presque le site d'Alexis, mais c'est pas tout à fait ça, il manque quelque chose. Il manque quelque chose parce que dans WordPress, il faut modifier également et rajouter des paramètres par rapport à l'URL que j'ai créé, qui est un nouveau site, qui est celui-ci, où je vais devoir modifier la base de données en temps réel. Donc, je me suis connecté à la base de données. On verra dans un deuxième temps comment créer ces bases de données managées. Donc là, c'est une base de données MySQL. Vous voyez que c'est un MySQL Workbench. Et je vais modifier quelques paramètres de ma base de données. C'est bon, l'update est passé, a priori. Et là, tadam! Là, j'ai mon site. Donc, ça a pris 5 minutes. J'ai personnalisé, j'ai créé une instance web, numéro 1. Je l'ai personnalisé avec mon code GitHub, enfin, le code GitHub de monsieur qui était là-bas. Et je l'ai instancié, c'est public d'Internet, vous pouvez y aller avec votre téléphone portable ou votre tablette ou ce que vous voulez. Et surtout, derrière, c'est du HTTPS. Il y a un certificat qui est donné directement, j'ai rien fait de particulier. Le site est sécurisé et vous pouvez y accéder et le mettre à disposition de vos métiers. Mais demain, Alexis, toi, tu m'as parlé d'une compagnie de taxi, Uber & Co. Si demain, ça prend de l'ampleur, comment on fait? Bah, tu m'as parlé d'autoscaling dans tes slides également. Bon, on va essayer de voir comment on peut faire de l'autoscaling là-dessus. Finalement, ça va être assez transparent pour nous parce que tout est à l'intérieur de l'application. Dans le sens où on va avoir juste la partie scale out qui est finalement là où on va retrouver l'autoscaling en fonction du trafic qu'on va avoir besoin et qu'il va y avoir. Donc,
Si j'ai envie de me réveiller la nuit parce que c'est le jour du Black Friday et que les gens ont envie de commencer, je vais pouvoir augmenter le nombre d'instances automatiquement et c'est quasiment instantané. Mais moi, j'ai pas envie de me lever la nuit. Donc on a la capacité de rajouter l'autoscaling où ça se fait automatiquement en fonction de certaines métriques, où je dis, dans l'autoscaling, je vais créer une nouvelle règle qui va être, finalement, si je suis au-dessus d'un certain seuil de CPU ou de nombre de requêtes, donc par exemple ici, je vais pouvoir, en fonction du nombre de CPU, en fonction de certaines métriques, être capable de dire, quand tu as passé les 70% depuis plus de 10 minutes, tu peux m'augmenter ou me décroître le nombre d'instances dans mon app service et donc je vais avoir la capacité, en fonction du trafic automatiquement, de scaler mon application associée. On va prendre quand même quelques questions à partir de maintenant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Vous êtes tous endormis? Vous avez bien mangé? Donc là, on a vu une question là-bas. Donc, la bonne pratique aujourd'hui, c'est d'utiliser Ah, pardon. Tout à l'heure, j'ai mis les paramètres de connexion en dur dans le code. Quelle serait la bonne pratique associée pour éviter de mettre en dur dans le code comme on le faisait avant? La bonne pratique, ce serait d'utiliser un coffre-fort ou un key vault dans le cas où et dans ce cas-là, tu mettrais l'intégralité de ces informations de connexion dans ce key vault, dans ce coffre-fort. Et ce que tu ferais également, c'est que tu rajouterais un certificat HTTPS pour t'authentifier à ce key vault. Et à chaque démarrage de l'application, automatiquement, au lieu d'aller chercher les paramètres de l'application dans le fichier, tu vas instancier une connexion HTTP ou SSL directement sur le key vault qui va récupérer l'ensemble des informations de connexion et derrière, en fait, tu les as stockées dans un coffre-fort donc elles seront visibles de personne. Est-ce que ça répond à ta question? Non, en fait, dans l'application, il y a une partie fichier de paramétrage et de contexte qui, en fait, là, finalement, on est dans du bon principe de développement d'application. Il y a le code de l'application, puis après, il y a la fichier de paramétrage qui va dépendre, c'est les variables d'environnement, qui va dépendre du contexte de déploiement de l'application. Donc, en fonction de l'environnement, il y a des variables qui vont jouer. Ce fichier-là, finalement, de paramétrage, on n'est pas obligé de l'exposer sur un Git. Ça reste des données qui restent privées qu'on n'a pas envie de partager. Et rien ne nous empêche, au moment de l'instance ou du déploiement de l'application, d'aller récupérer un fichier de configuration sur un espace qui n'est pas affiché publiquement. Là, on fait des exemples en allant sur GitHub, mais comme la dernière fois, c'est que GitHub, c'est un exemple parce que c'est pratique, on est dans de l'open source et du partage d'informations. Par contre, rien n'empêche de faire ça sur un Git interne. Les données, et en particulier les credentials, les secrets, sont des choses un peu particulières. C'est-à-dire que là, en fait, le Key Vault a l'intérêt de pouvoir ségréguer les personnes de la sécurité qui vont gérer la partie sécurité, gestion des secrets, et les équipes qui s'occupent de la partie développement d'applications. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va donner aux gens qui s'occupent de l'application un certificat, par exemple. Donc, il y a deux méthodes. Soit on donne un système de clé-valeur qui permet d'accéder au Vault et de récupérer quelle est la bonne valeur de la chaîne de connexion, par exemple. Soit on va déployer un certificat sur la web app qui va permettre de s'authentifier auprès du service de Key Vault et de récupérer ces mêmes informations. Donc, il y a différentes méthodes d'authentification auprès du Vault. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut faire en sorte que les équipes de développement ne voient pas le Key Vault, qu'elles soient uniquement gérées par l'équipe de sécurité, et qu'elles-mêmes fassent la rotation des clés et s'occupent de gérer cette partie-là. Et l'autre avantage, c'est que sur le code qui va être publié, que ce soit sur de l'interne ou sur de l'externe, finalement, on ne va pas du tout exposer les clés ou les secrets à travers le code, puisqu'elles sont complètement décorrélées. On les a mis dans un espace à part. Donc la réponse à ça de notre côté, c'est d'utiliser le Key Vault, qui est là pour gérer justement les certificats, les secrets et les protéger sur un boîtier HSM. Et donc c'est ça aujourd'hui la bonne pratique qu'on préconise. Mais on ne va pas mettre en effet les variables d'environnement dans un Key Vault. On pourrait, mais c'est pas l'idée. Oui. Les images et les données, j'utilisais sur votre bibliothèque spécifique pour ça. Pardon, nos images et nos données? Vous avez une bibliothèque spécifique à Windows, quoi. Vous n'utilisez pas sur la bibliothèque de Google. Non.
Pour faire quoi? Par exemple, tout à l'heure, les applications, la sortie des applications management. Ouais. Les images de machines virtuelles, vous parlez? Alors, la question c'est, est-ce que dans les images de machines virtuelles, c'est Microsoft qui les fournit ou si on peut récupérer des images de tiers? Donc, alors, les images. Aujourd'hui, les images, vous allez les trouver dans un environnement qu'on appelle la marketplace, globalement. On va trouver dedans des images de différents types d'éditeurs. Cet éditeur peut être Microsoft ou des éditeurs tiers. Dans tous les cas, ça suit un processus de validation, c'est-à-dire que quand un éditeur tiers soumet une image, on va prendre un exemple Bitnami. Bitnami est un éditeur qui fournit des images et qui fournit des WordPress et plein de types de solutions tierces. En fait, il y a un processus de validation de cette image avant qu'elle soit publiée dans la marketplace. Certaines images vont être fournies par Microsoft. Les Windows Server, par exemple, les SQL Server ou les produits Microsoft, c'est Microsoft qui les produit. Par contre, les images tiers, généralement, ce n'est pas Microsoft qui les produit. Et donc, on passe par des tiers, Bitnami en étant un, mais ça peut être directement un éditeur de WordPress qui l'a packagé et qui le met à disposition. D'accord ? Ça vous apporte quoi d'avoir une image dans la marketplace? C'est important, c'est qu'en fait, le fait que ce soit dans la marketplace, ça vous garantit que l'éditeur a tamponné sa solution sur l'environnement Azure. C'est-à-dire que si demain, vous avez une problématique, vous ouvrez un ticket auprès de l'éditeur pour dire « j'ai un problème dans votre déploiement », il doit vous supporter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a validé le fait que la configuration qu'il vous fournit est supportée. Donc, c'est extrêmement important pour vous. Okay? Si vous prenez une image qui se trouve sur un repository public et que vous le mettez sur Azure, je ne dis pas que ça ne va pas fonctionner, mais en tout cas, le support, il dépendra du support communautaire. Vous aurez pas, la personne qui vous fournit le code pourra vous dire bah, « je ne l'ai pas testé dans la configuration Azure, je l'ai testé dans d'autres configurations, mais pas celle d'Azure ». Donc la présence dans la marketplace est preuve de bon fonctionnement sur l'environnement Azure. Alexis, c'est une très bonne question. Moi, j'ai déployé un WordPress qui est une techno PHP non Microsoft et également une base de données MySQL. Ouais. Tu pourrais nous parler un peu plus des bases de données as a service? Comment ça marche? Ouais, bon enchaînement. Merci, Jivan. Donc tout à fait. On va changer d'écran, s'il vous plaît. T'en as assez d'être sur le podium? Merci. Bonne transition. Les bases de données. Donc, plateforme as a service, ça veut dire plateforme as a service pour une plateforme de développement des sites web, ça veut aussi dire plateforme as a service pour des bases de données as a service. Donc, on a fait un exemple là avec un MySQL. Ce n'est pas la seule base de données as a service que l'on a. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de connecteurs vers des bases comme du Cassandra, du MongoDB, par exemple, ou des API Graph, Gremlins, si ça vous parle, ce genre de choses. D'accord ? Je reprends l'illustration. Donc là, vous allez retrouver, pareil, service de passe. Et en fonction de votre application, vous allez avoir besoin peut-être d'une base SQL, d'une base NoSQL, et puis vous allez avoir des technologies et des appétences pour telle ou telle solution. Je reprends ma petite image de voiture. Donc là, typiquement, vous êtes chez votre loueur de voiture. Et en fait, ce loueur vous propose différentes bases de données. Azure vous propose différents types de bases de données. Le dénominateur commun de tout ça, c'est que dans tous les cas, vous allez avoir les services inclus, donc comme pour le pass, des services fournis par Microsoft sur service de base de données. On les reprend, mais globalement, vous commencez à les connaître. La disponibilité, la scalabilité, la sécurité, la sauvegarde aussi. C'est-à-dire qu'en fait, pour maintenir le service en conditions opérationnelles, on a aussi des mécanismes de sauvegarde. Alors encore une fois, c'est le sauvegarde de la partie serveur. La partie données en tant que telle est à votre charge. Par contre, vous avez un outil qui est intégré pour dire je veux sauvegarder mes données de manière régulière sur telle période de temps et à telle fréquence. D'accord ? Donc vous avez toute cette partie sur étagère de services qui s'applique aussi bien aux web apps qu'aux bases de données. Et vous allez pouvoir justement utiliser les outils drivers et frameworks de développement. Je prenais le cas d'un MongoDB. Donc on a des API qui vont parler dans le langage MongoDB. Derrière, vous allez avoir un moteur qui va être notre solution CosmoDB. Vous allez pouvoir plugger et intégrer vos outils MongoDB sur cette plateforme-là. Donc la transparence. Là, j'ai ouvert le capot. Parce qu'en fait, une des tendances et quelque chose qui titille souvent les gens dans la plateforme as a service, c'est de dire mais il y a quoi derrière en fait? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette plateforme? J'aimerais voir ce qui se passe un peu derrière. En fait, si vous essayez d'ouvrir le capot, communément parlant, en fait, vous allez retrouver en fait rien du tout, quoi. Là, en gros, typiquement, on peut reconnaître le modèle de véhicule. Ouais, Tesla. En fait, Tesla, quand vous ouvrez le capot,
vous ne trouvez rien. Vous ne trouvez pas cet individu, mais vous ne trouvez rien. Et en fait, sur nos bases de données, c'est un peu pareil. Et sur nos services PaaS, c'est un peu pareil. C'est en fait, si vous essayez d'ouvrir et de voir ce qu'il y a derrière, vous n'allez pas trouver de serveur. Essayez pas de vous connecter en SSH ou en RDP sur les machines virtuelles. Ce ne sera pas possible. On ne vous donnera pas le moyen de le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est en co-responsabilité du bon fonctionnement du service. Donc si vous commencez à accéder à des environnements qui peuvent mettre en défaut nos capacités à manager le service et à opérer le service et à vous donner les SLA qu'on vous doit contractuellement. Pour rappel, un SLA, c'est contractuel, c'est-à-dire que si on ne tient pas nos SLA, vous pouvez venir nous voir en disant service pas disponible et crédit de service. En fait, on vous doit ça et c'est fait en toute transparence. Donc, pour pouvoir tenir ces engagements, on a besoin de gérer et d'administrer un certain nombre de choses. Donc, la transposition vers le PaaS, c'est important de prendre ça en compte. Tout à l'heure, on voyait, j'y viens de vous montrer, une interface graphique pour vous permettre de paramétrer les environnements. Donc, l'accès à la base de données, c'est facile, on vous donne un service de base de données. Donc, vous prenez vos outils, vous vous connectez avec votre outil qui vous permet de vous connecter à la base MySQL et vous pouvez faire des requêtes dans la base, administrer la base. Dès qu'on en vient sur la partie administration du serveur qui fait tourner la base, là, on rentre dans une couche système. Et cette couche système, aujourd'hui, pour pouvoir y accéder, on met à disposition un outil de pilotage, une interface graphique ou une console qui vous permet de vous connecter. D'accord ? Donc c'est ça qui va vous permettre un peu d'aller un peu plus dans le détail et de changer des comportements par rapport à des timers, par rapport à des règles de redirection, par rapport à le fait d'activer des règles de sécurité dans certains cas, de faire de paramétrer, je prends une web app, un 2IS par exemple, de pouvoir lui donner des instructions. D'accord ? L'autre élément que vous voyez, c'est que pour la partie scalabilité, donc on le voyait pour la web app, on avait ce potentiomètre qui était le nombre d'instances que vous pouviez déployer. Pareil pour les bases de données. On a un potentiomètre pour choisir la taille de la base de données, avec directement le prix qui est affiché. Donc ça vous permet d'avoir une idée, a priori, du coût du service une fois que vous l'aurez redimensionné. Alors, je vais quand même ouvrir un peu le capot. On va voir ce qu'il y a derrière. Il y avait des curieux, non? Pas de curieux? Je passe, sinon. OK. Donc, il y a quelques curieux. Donc, je prends mon application cliente. Donc, je vous rappelle, je suis un client, je vais utiliser ma chaîne de connexion et je vais me connecter à ma base de données. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que je vais me connecter à un point d'accès qui ne va pas être directement ma base de données. Je vais passer par une gateway, je vais passer par une couche d'abstraction. Cette couche en fait d'abstraction, elle va avoir une IP, un port, elle va avoir une URL. Et comme vous le savez, la sécurité est notre priorité. Donc, avant de pouvoir y accéder, il va falloir autoriser les ports, autoriser la connexion. Mais une fois que j'ai fait cette étape-là, je vais pouvoir me connecter à ma base de données. Mon service tourne. Donc là, mon application a établi sa connexion avec la base de données. Et puis, on va avoir un défaut. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur Azure, on n'a pas moins de problèmes que vous dans les data centers. Le matériel, finalement, c'est les mêmes. Alors, on commence à construire, à faire nos propres matériels, tout ça, on investit beaucoup là-dedans. Mais globalement, rien ne nous prémunit d'une panne matérielle. On n'est pas à l'abri plus que vous de ces problématiques-là. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on met en place un design qui nous permet d'être résilient en cas de problème matériel. Et l'objectif, c'est qu'en cas de problématique, le service que l'on vous rend reste opérationnel et fonctionnel. Donc là, typiquement, j'ai un problème, la gateway va se rendre compte et va basculer automatiquement sur le second nœud. Alors là, je le sens là, sur le bout de vos lèvres, oui, mais alors machin, c'est du actif-actif, du actif-passif, ça marche comment, etc. Non? Si, on veut savoir. Bon. En fait, c'est très simple. On a un protocole très sophistiqué là-dessus. Ça s'appelle le CRCS-CSD. Vous connaissez? CRCS-CSD. Ça ne dit rien à personne. Hein? Ça rentre, ça sort, ça se démerde. En gros, c'est notre tambouille, c'est pas la vôtre. Donc derrière, que ça soit actif-actif, actif-passif, peu importe, ce qui compte pour vous, c'est d'avoir une base de données qui répond et qui maintient ses engagements de SLA, qui est sécurisé, qui est disponible et qui fait le job. Vous achetez un service. Ce service a des caractéristiques, vous payez pour avoir ce service. Vous ne demandez pas à Deezer de savoir comment il vous diffuse de la musique. Vous allumez, vous écoutez, et ça vous va très bien. Même principe ici. D'accord?
Bon, après, ceux qui veulent vraiment savoir, on en discute. Hein, on vous dira pas, on verra. Donc, les principes de base, on va en prendre 3. Donc, base de données, 3 éléments importants. Donc, la partie identitaire, intégration le plus possible. Donc, je prends par exemple un SQL Server, intégration directement à Azure Active Directory. Donc, pour authentifier les personnes qui se connectent à vos bases de données, vous pouvez vous appuyer sur un outil d'authentification, un annuaire d'identité comme Active Directory. Gestion du contrôle d'accès. On l'a vu, tout ce qui est connexion vers les bases de données, c'est en SSL. Vous pouvez la mettre en place. Vous allez pouvoir utiliser des règles de sécurité pour autoriser les ports ouverts, pas ouverts, et les adresses IP qui permettent de s'y connecter. Une question? Oui, vous n'avez pas la période de sauvegarde de base de données? Oui. Ça fait 6 mois qu'on essaye de le faire. Comment on fait? Vous pouvez réfléchir s'il vous plaît. Alors, la question est, on fait de la sauvegarde sur Azure, ça marche très bien, je vous remercie de nous offrir ces services excellents. La question c'est, j'essaye de mettre en place un service de sauvegarde, ça fait 6 mois que j'essaie et j'y arrive toujours pas. Quel est le service? Pardon? Quel est le service? C'est une base de données SQL sur laquelle on a branché du Azure Data Sync. D'accord. Eh bien, écoutez, on en discute, on va pas le faire comme ça en séance. Non, on va discuter. T-shirt, allez, je fais un joker parce que sinon, on va le récupérer. Donc, trois sujets. Ouais. Ouais. Jamais. Interdit. Est-ce qu'on accède aux données des clients sur les databases? La réponse est non, jamais. D'accord? La garantie, elle est à la fois contractuelle. Elle se trouve, on a ce qu'on appelle un trust center qui définisse les règles de comportement que l'on a par rapport à l'accès aux environnements. L'accès aux données, très honnêtement, en fait, c'est pas l'accès aux données qu'on va aller chercher. Ce qui va se passer, c'est qu'on va, globalement, c'est pas là-dessus qu'on va intervenir. Vous allez avoir un problème sur une base de données, donc nous, on va être là pour rétablir le service. Alors, nous, on n'est pas là pour manipuler vos données. Vos données, elles vont se retrouver dans votre serveur. Ce qu'ils voulaient, c'est que ça fonctionne. Et après, il y a un service de sauvegarde qui va être mis en place. Et donc, soit on va intervenir sur le service de sauvegarde, sur le service de base de données. D'accord? Mais on ne va pas manipuler les données. D'accord? Donc, nous, on n'accède pas à vos données. Par ailleurs, alors, la garantie, elle est en effet contractuelle. C'est l'engagement que l'on prend par rapport à la privacy des données. Maintenant, la sécurité, c'est une problématique de réseau de confiance. C'est-à-dire que vous n'allez pas me dire, oui, Microsoft, très bien. Vous allez me dire ce que vous voulez sur le papier. Moi, je ne vous crois pas. À partir de là, on va vous dire, écoutez, les données, vous pouvez les encrypter. Donc, de faire en sorte qu'on ne puisse pas les lire. Premier niveau, c'est que c'est nous qui fournissons le service d'encryption, donc avec un système de rotation de clés que l'on opère directement, ça vous simplifie la mise en œuvre, et vous allez me dire, oui, d'accord, mais je ne crois pas que Microsoft garde les clés et s'en sert pas. Dans ce cas-là, amenez votre propre clé. On autorise cette capacité de pouvoir amener votre propre clé et d'encrypter les données avec votre système. D'accord? Donc après, c'est toute une question, vraiment la sécurité, c'est une question de confiance, et la confiance, ça s'établit au fil du temps, et puis par la preuve et par l'usage. Donc contractuellement, technologiquement, et puis après, c'est la gouvernance et les pratiques qu'on entre nous. Oui, alors on a une base de données managée MySQL et on constate que souvent il y a des tables qui sont loquées et on a du mal des fois à faire des manipulations dessus. Est-ce que c'est dû à ce que vous avez appelé le tambouille pour… Non, alors question, quelqu'un qui utilise du MySQL. Alors c'est la dernière question que je vais prendre, après on pourra en discuter par ailleurs. Donc, dernière question, on a du MySQL managé sur Azure, on essaye de faire des choses sur certaines tables et on n'y arrive pas. Donc là, il faut faire attention à une chose, c'est que vu qu'en fait on est dans co-responsabilité, on n'autorise pas de faire tout et… J'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi, mais on n'autorise pas de tout faire. Je prends l'exemple par exemple des bases temporaires globales sur du SQL. Aujourd'hui, alors jusqu'à encore il n'y a pas longtemps de mémoire, ça a évolué, mais en fait on n'autorisait pas à faire ça. Donc il faut vraiment regarder, on a une page de référence qui explique quels sont les écarts entre du SQL ou une base de données sur de l'infrastructure, donc comme vous avez l'habitude de l'utiliser, versus un service. Il est vrai qu'un certain nombre de fonctionnalités peuvent ne pas être activées parce que derrière, ça peut compromettre notre responsabilité par rapport au fonctionnement du service. D'accord? Je ne sais pas si c'est ce cas-là, mais ça peut expliquer le fait qu'on n'accède pas à certains types de tables que vous avez l'habitude d'utiliser et que vous ne pouvez plus utiliser maintenant. D'accord? Donc,
je vais avancer rapidement là-dessus parce qu'on a une démonstration à faire derrière. Donc différentes gammes de services, donc en fonction du type de service, vous allez avoir différentes fonctionnalités. Un niveau de SLA qui est apporté, différents types de langages de programmation que vous pouvez utiliser sur nos bases de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, c'est un récapitulatif. Ce qui est intéressant, c'est ce potentiomètre, et en fonction du type de service que vous allez avoir des performances plus ou moins importantes. Performance, sécurité égale généralement coût, hein, donc c'est granulaire, il n'y a pas de magie, et vous allez pouvoir scaler en fonction de vos besoins, à la fois en termes de capacité de stockage et de performance. Nicolas, je te passe la main. Ouais. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon. Donc, je vais faire une démo. Donc, je vais créer une base de données MySQL en mode pass. Donc, Jivan a tout à l'heure créé un site web en mode pass. C'est maintenant le temps d'avoir la base de données également côté Azure. Donc, on va chercher, pareil, dans la recherche, les bases de données sur Azure. Je vais faire une recherche et je vais sélectionner donc, la base de données MySQL. Donc, le premier résultat de la recherche. Je vais donc créer une nouvelle ressource. Et donc, je vais sélectionner le nom d'un serveur. Donc, je vais mettre Azure Days 4, en espérant que ce n'est pas déjà pris. Je vais ensuite créer un nouveau resource group. Et puis, la source, je vais sélectionner blanc. Donc, je ne vais pas sélectionner une source donnée. J'aurais pu également partir d'un backup. Je n'ai pas de backup MySQL disponible. Donc, je vais partir d'une base toute neuve. Je vais ensuite choisir donc mon admin login. Et là, je vais être limité dans mes choix. Je ne vais pas pouvoir mettre root ou admin. Donc, si je mets admin, par exemple, ça me génère une erreur, puisque ce mot est réservé en fait déjà par Azure pour administrer certaines parties de la base de données. Donc, je vais choisir mon login. Et puis, je vais ensuite entrer un mot de passe. Je vais ensuite choisir la localisation de ma base de données. Donc, je vais la laisser en centrale US. J'aurais pu choisir une autre région pour la mettre en Europe, par exemple. Et puis ensuite, je vais choisir la version de ma base de données, donc deux versions, 5.6 ou 5.7. Je vais rester en 5.7. Et enfin, je vais choisir donc, le tiers de pricing. Donc, 3 tiers de pricing basique, plus orienté pour du dev and test, general purpose, jusqu'à 32 corps côté CPU. Et puis, enfin, une option memory optimized que je ne vais pas choisir aujourd'hui. J'ai également l'option de choisir, comme je le disais, le nombre de corps. On n'est plus cette fois sur des compute units, on est repassé maintenant sur des virtual cores, qui est beaucoup plus transparent en termes de sizing pour nos clients. Donc si vous avez déjà une base de données en mode infrastructure as a service, ce sera plus simple pour sélectionner la bonne puissance en mode plateforme as a service. Donc je peux aller 2 corps jusqu'à 32 corps. Je vais rester ici sur 2 corps. Et puis le stockage, je peux aller jusqu'à 2 Tera, je vais rester sur 5 Go. Et enfin, donc, période de rétention du backup de 7 jours à 35 jours, avec 2 modes de rétention, en local ou avec de la réplication redondante, de manière à avoir le backup sur un deuxième data center. Je vais cliquer sur OK. Et puis ensuite, je vais cliquer donc sur Create pour créer ma base de données. Donc normalement, le template est en cours de validation. Et d'ici ensuite, à peu près 3 minutes, j'aurai une base de données qui est disponible à travers une URL de connexion, donc une chaîne de connexion qui sera disponible directement depuis le portail Azure. Donc on parlait de SLA, on est sur du 99.99. Derrière, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est de l'actif-actif, actif-passif? On l'a dit, c'est la tambouille interne de Microsoft, donc ce n'est pas ici le sujet. L'important, c'est le SLA qu'on fournit. Et puis également, si vous regardez le déploiement que j'ai fait, on n'a pas du tout parlé de système d'exploitation. Je n'ai pas dit Linux ou Windows. Derrière, c'est également entièrement transparent. C'est Microsoft qui gère la base de données, qui expose la chaîne de connexion. Donc est-ce que c'est du Windows ou est-ce que c'est du Linux? Ça n'a pas d'importance ici. Je vais regarder l'état de mon déploiement. Toujours la même chose, je peux regarder sur la partie template et récupérer le template ARM de manière à faire de l'infrastructure as code, récupérer donc ce template et pouvoir par la suite le réexécuter, potentiellement en changeant certains paramètres au niveau de ma base de données. On a parlé de backup également, donc de 7 à 35 jours en termes de rétention. La manière dont ça va fonctionner, c'est qu'on va faire un backup toutes les semaines, un backup complet de la base de données, et puis ensuite, 2 fois par jour, on va faire donc, des deltas, de l'incrémental. Et enfin, on va stocker toutes les minutes, toutes les 5 minutes, les logs de transactions de manière à avoir une garantie au niveau de la fiabilité de la base de données. Donc en cas d'incident, si c'est une erreur d'utilisateur ou si c'est une erreur en termes de données, on va pouvoir revenir en arrière grâce au backup qui a été généré directement par Azure et puis potentiellement créer une deuxième base de données en se basant sur ce backup, comme je l'ai montré tout à l'heure dans l'interface. Donc moi j'étais parti d'une base de données blanche, j'aurais pu, si j'avais déjà un backup, partir d'une base de données existante. Je vais faire un petit refresh sur mon déploiement.
Donc, une fois que je vais avoir accès à cette base de données, je vais pouvoir m'en servir comme n'importe quelle base, donc comme une base disponible dans l'infrastructure à ce service. Je vais pouvoir passer par le workbench côté MySQL pour me connecter et puis créer des tables, créer du contenu, ou alors directement depuis mon application type WordPress par exemple. Si je regarde les inputs également au niveau de mon template, j'ai bien les options que j'ai saisies. Donc le SKU au niveau de la base de données, la localisation en centrale US, le mot de passe administrateur qui est masqué, et puis le login administrateur également que j'avais choisi au début. La réplication pour le backup sur un autre data center est désactivée. Et donc, je vais retourner pour voir l'état du déploiement. Hop. Si vous avez des questions entre-temps, le temps que la base s'établisse. Les apples sont autorisés, tout à fait. Les pommes sont autorisées, exactement. Pas d'autres questions, non? Ouais. Oui, tout à fait, du Oracle. On a du Oracle. Après, dans les distributions Linux, on va trouver toutes les déclinaisons, dont les distributions entreprises comme SUSE et Red Hat. Et pour les bases de données, en effet, on a tout à fait. Ouais. Le système de licensing Oracle? Il faut demander à Oracle. Non, le système de licensing, alors ça c'est relativement ouvert ces derniers mois, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu, c'est toujours le débat sur le modèle économique, est-ce que c'est sur un système virtuel, vCPU, nombre de corps, etc. Donc ça, en effet, c'est l'éditeur qui choisit, qui fait vivre ça. Donc je crois savoir que ça s'est assoupli ces derniers temps, mais c'est en effet l'éditeur qui donne ses conditions, de même que tout ce qui est migration de licence et portabilité, ça dépend de votre contrat, du cycle de renouvellement. Technologiquement, ça fonctionne, ça tourne, ça existe. Souvent, c'est des problématiques de licence. Enfin, des problématiques, elles ne sont pas insurmontables, mais c'est l'éditeur qui... Donc, entre-temps, ma base de données a été créée. Donc, je vais regarder un peu maintenant les options que j'ai. Donc, premièrement, j'ai la chaîne de connexion que je vais pouvoir utiliser. Alors, cette chaîne de connexion, elle est publique. Par contre, par défaut, l'ensemble des accès sont coupés. J'ai également le mot de passe admin qui a été, le compte utilisateur admin qui a été généré. La première chose que je vais faire, c'est activer donc, la sécurité, donc activer l'autorisation pour les services Azure de se connecter à ma base de données. Et puis également, je vais autoriser mon adresse IP à me connecter à la base de données. Alors mon adresse IP aujourd'hui est un peu particulière, donc je vais autoriser l'ensemble du trafic juste pour la démo. Je vais faire Save, et donc ça va appliquer donc, des règles de sécurité à ma base de données. Je vais également regarder les autres options qui sont disponibles en attendant. Donc les serveurs logs. Je vais pouvoir accéder donc, au serveur log de ma base de données. Je vais activer ces logs à travers le portail d'administration de manière à avoir des informations sur ce qui se passe au niveau de ma base en mode plateforme as a service. Donc les mises à jour sont en train d'être faites. Je vais également pouvoir ensuite, une fois que la base est créée et que la sécurité est activée, pouvoir donc récupérer la télémétrie au niveau de ma base de données. Donc ici, j'ai activé les logs, donc j'ai une première version du fichier de log qui est disponible en téléchargement ou qui est disponible en streaming. Je peux également retourner sur la partie metrics et puis regarder en fait ce qui se passe au niveau du CPU, au niveau des entrées-sorties et puis au niveau de la mémoire également au niveau de ma base de données. Et puis en termes de scalabilité, si je vais sur la partie pricing, je vais pouvoir augmenter la volumétrie de ma base de données, donc que ce soit en stockage. Donc je vais pouvoir rajouter du stockage, par contre je ne vais pas pouvoir en supprimer. Évidemment, si la base est déjà remplie, si elle utilise le maximum du stockage, ce sera compliqué de supprimer du stockage, donc on va simplement pouvoir en rajouter. Et puis on va également pouvoir jouer sur la puissance, donc en fonction du nombre de corps dont je vais avoir besoin pour la puissance de calcul au niveau de ma base. Et enfin, dernier point, changer également la durée de rétention au niveau de ma base de données. Je vais retourner sur la partie sécurité. C'est de la scalabilité manuelle pour l'instant. Il n'y a pas encore de scalabilité automatique comme on a pu le voir sur les scale sets ou sur la partie web apps côté Azure. Et avec des alertes également et des webhooks, on peut
potentiellement donc, faire de l'automatisation et scaler automatiquement donc, la base avec du script. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est encore intégré directement au niveau de la plateforme. De toute façon, comme on l'a vu, on est plutôt sur un incrément de l'ajout de données. C'est des choses qu'on va plutôt surveiller, puis on va faire un incrément. On va moins être sur les aspects volatilité. Ce qui est intéressant, c'est de monter et de baisser. Là, en effet, l'acte de descendre, quand on a chargé la donnée, on ne sait plus quelle donnée on va décharger. Donc, on est beaucoup moins dans ces patterns sur la base de données de montée et descente, en tout cas en termes de quantité de stockage. Après, sur la puissance de calcul, là, en effet, on a une notion de DTU et de scalabilité sur la puissance de calcul pour délivrer les requêtes. Donc, la sécurité a été activée pour mon poste. Je vais entrer les paramètres de connexion et normalement, si tout se passe bien, je vais pouvoir me connecter à ma base. Et j'ai ensuite donc accès à ma base de données exactement de la manière qu'un MySQL en mode infrastructure as a service. Donc je vais pouvoir créer une base de données par exemple. Hop. Puis créer une table. Et ensuite donc récupérer les logs au niveau du serveur. Donc, regardez ce qui s'est passé en fait au niveau de ma base de données. Donc, je peux la récupérer en téléchargement, j'aurais pu également la récupérer en streaming ou avec de l'OMS de manière à moi qui effectue la requête sur la base que j'ai créée. Très bien, merci. Petit knowledge review. Est-ce que sur les services PaaS, base de données, je peux me connecter en administrateur? Non. Est-ce que sur un service PaaS, je dois toujours sauvegarder mon application et les données de ma base de données? Oui. Oui, tout à fait. Ça reste de votre responsabilité sur la partie données et la partie application. Comme on a bien la partie SLA, vous vous rappelez le SLA d'une base de données as a service? C'est ça, il y a 4.9, 4.9, 4.9. Bon, bah, c'est bien, vous êtes aguerris. Vous pouvez expliquer explicitement les tables des données horizontales et les tables de données transverses. Quel est son usage et quelles sont leurs fonctionnalités? Table de données horizontale et Transverse. Transverse ou transversale? qu'est-ce que vous appelez une table de données transverse Il y a par colonne. Par colonne, voilà. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, les bases de données dites en type de colonne ou les versions NoSQL, on en discute juste après, ça ne vous dérange pas? On voit ça ensemble? Concernant les cycles de vie de APPS et des roadmaps, il y a quelque chose qui nous concerne. Les cycles de vie, donc la question c'est les cycles de vie? Sur ces services qui sont proposés par APPS, est-ce que par exemple il y a une roadmap de production de tous les produits qui sont livrés avec les supports, avec la mise à jour en permanence des failles de sécurité? Donc la question c'est est-ce qu'on a de la visibilité sur les versions et le cycle de vie de ces services PaaS en fait? Ouais. Donc aujourd'hui, il y a deux réponses à ça. Un, il y a la question de la roadmap autour des types de services de base de données qu'on peut fournir. Donc on avait du SQL Server, on a désormais du MySQL as a service, du Postgre as a service. On amène aujourd'hui de la compatibilité Mongo et Cassandra, et donc il y a des choses comme ça qui avancent. Encore une fois, ce qui va amener notre roadmap et la driver, c'est les usages et ce que vous en faites. Après, pardon? Oui, l'éditeur, mais en fait, l'éditeur dans ces communautés-là, en fait, ce sont des distributions qu'on va intégrer et qu'on va fournir, qu'on va redélivrer. Donc, s'il y a une communauté qui est très forte autour d'une base de données, et c'est le cas par exemple de MongoDB, ben, en effet, on essaye d'amener ce service-là d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est en fait l'appétence du marché et donc l'usage que vous faites de ces bases-là qui fait qu'on va les proposer en tant que service. Après, derrière, quand on prend une verticale et quand on prend un service donné, il y a du versionning. Donc, que ce soit pour du PHP, hein, il y a les versions 5, 6, 7, alors 6, non, si. Et en fait, toutes ces gestions de versions, en fait, il y a des versions mineures, des versions majeures. Donc, nous, ce qu'on va gérer, c'est le patching de sécurité et la partie maintenance sur la version
majeure que vous avez sélectionnée. Donc c'est vous qui allez choisir de passer d'une version majeure à une autre version majeure. C'est à votre décision. Par contre, c'est nous qui allons maintenir en condition nominale de sécurité et de patching la version que vous avez sélectionnée. Quand vous avez pris une 7.1, on maintient la 7.1 en place. Après, il reste le dernier point qui est le décommissionnement d'une version. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que vous voulez savoir qu'est-ce qui arrive dans notre roadmap et qu'est-ce qui va être décommissionné. Donc, ce qui arrive, la réponse, on en a parlé ce matin, c'est notre Azure Roadmap. Vous allez savoir ce qui va arriver en termes de version, etc. Donc, on publie récemment le fait de dire, bah voilà, telle version maintenant est supportée sur un Java, sur un PHP, sur une base de données. Et pour le décommissionnement, c'est toujours le même principe, c'est qu'on vous prévient un an à l'avance pour dire ce produit va être en fin de support et donc il va falloir en bouger. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est des délais de prévention qui s'appliquent à tous nos services et c'est lié aussi au support de l'éditeur lui-même de la solution qui est intégrée. Alors juste, on va prendre les questions après en off, mais là c'est l'heure de la pause et on vous demande de revenir à 15 pour éviter de décaler les gens qui sont online. Donc partez en pause, il n'y a pas de souci, revenez juste bien à 15 et après on va prendre les questions. Et merci beaucoup à vous deux pour la démonstration. Merci.